Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à les Déconspirateurs, l'émission Générique. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau hors-série des Déconspirateurs. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Asma Mala, experte en études politiques, politologue, essayiste, spécialiste de la Global Tech et qui vient de publier le livre Technopolitique, comment la technologie a fait de nous des soldats au seuil. Bonjour Asma. Bonjour David. Alors nous allons plonger ensemble dans les méandres de la technologie, son impact sur nos pensées, notre démocratie et notre société, ainsi que sur les théories du complot qui nous intéressent, nous ici à Conspiracy Watch. Alors pour commencer, quelques enseignements qu'on peut tirer du livre. La démocratie telle que nous l'avons connue est morte. Chaque citoyen dans son individualité propre est transformé en soldat à son insu. Nous sommes en guerre. Une guerre qui ne dit pas encore son nom. Et nos cerveaux sont les ultimes champs de bataille. Je crois que c'est un extrait du livre. Asma, la démocratie est morte, c'est-à-dire quelle démocratie exactement ? C'est une excellente question et merci de commencer par ça, parce que parfois j'ai pu être mal comprise. Quand je parle ou quand je dis la démocratie est morte, je parle de celle qu'on a construite au XXe siècle, c'est-à-dire qui a été elle-même dans un héritage de la révolution industrielle du XIXe siècle. Et alors ça se, disons, qualifie comment ? Par la production de masse, la consommation de masse, l'éducation de masse, les médias de masse, et donc dans une verticalité. De haut vers le bas, et vers ce fameux peuple, population, société, peu importe, on l'appelle comme on veut. Ce qui change avec ce que j'appelle le choc technologique, c'est qu'on n'est plus sur du haut vers le bas, ça ne peut plus fonctionner comme ça en tout cas, et vers cette masse, on a aujourd'hui des outils, les IA, les algorithmes, les fameux algorithmes, qui permettent de passer de la masse, ou la démocratie de masse, à l'hyper-personnalisation de masse. Et tout d'un coup, cette capacité de vous connaître dans votre plus fine granularité, dans vos fragilités, permet en fait le micro-ciblage. Et donc, c'est une hyper-personnalisation de masse. Et ça change énormément de choses. Et un des grands faits d'armes de ces nouvelles façons d'articuler le fait politique, les manipulations politiques, c'est notamment Cambridge Analytica, oui, en 2016 ouais. Exactement. Pendant la campagne de Donald Trump, c'est ça. Rappelez-nous un peu ce qui s'est passé justement. En fait, ça a été un cas d'école, Cambridge Analytica, parce qu'on avait absolument tous les ingrédients. Il y avait l'équipe de campagne de Donald Trump avec l'inénarrable Steve Bannon. Absolument. Oui, fait. Donc, qui d'un côté, eux, avaient un vrai enjeu de manipulation, disons, des électeurs, ou en tout cas de faire vraiment pencher les votes soit vers leur camp, soit d'empêcher le vote. Des démocrates, oui, tout à fait. Exactement, dans les États, disons, hésitants, les swing voters. Exactement. Les États clés, Et on avait tout d'un coup Facebook, qui était cette méta-plateforme où vous aviez plein de gens qui fabriquaient énormément de données et qu'on savait mieux connaître psychologiquement, dans leurs opinions, dans leurs hésitations, etc. Et qu'on pouvait micro-cibler. Et puis, il y avait aussi les ingérences russes. Parce qu'il y avait des chercheurs autour de Cambridge Analytica, cette fameuse boîte, cette fameuse start-up qui était en charge justement de capter toutes ces données, de les analyser, etc. Et qui aussi travaillait avec des chercheurs. D'où en fait le côté ultra pur pratiquement à l'état de l'art de cette jonction entre manipulation par des partis politiques in-house domestiques, ingérence et manipulation étrangère, et nouvelles technologies, algorithmisation, micro-ciblage. Et ça change énormément de choses dans l'architecture même de ce qu'on doit comprendre aujourd'hui comme démocratie. Tout à fait. Et puis alors justement, ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est que vous faites un état des lieux vraiment de ce que représentent ces 5 grandes, ces big tech que vous appelez les big tech. Il y a Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta et Apple. Mais pas que. Mais pas que, évidemment, mais qui représentent finalement à eux seuls une capitalisation boursière, je crois, fin 2021 ou fin 2022 de 10 000 milliards de dollars. Ce qui en fait la 3e puissance économique mondiale virtuelle. Virtuellement, parce que c'est vraiment juste pour donner un ordre de grandeur, mais c'est un peu les chiffres qu'on a l'habitude de présenter. Mais attention, ce sont des choses qui ne sont pas comparables. On ne peut pas évidemment comparer un PIB d'un État-nation, disons, avec une market cap ou une capitalisation boursière. Mais ça donne
en revanche, un proxy vraiment de leur puissance. Tout à fait, ouais. Et alors justement, vous parlez du concept de Léviathan à deux têtes pour décrire la relation symbiotique entre les États et les big tech. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept de Léviathan à deux têtes et comment il redéfinit la relation entre ces deux identités que sont les big tech et les big states? Alors les big tech, c'est pas du tout un mot que j'invente, c'est un mot qui évidemment préexiste. Ou les tech giants, c'est les géants technologiques. Donc ce sont un groupe d'acteurs, pour la plupart issus de la Silicon Valley quand on est côté américain. On peut d'ailleurs trouver leur équivalent sous d'autres formes, modalités de gouvernance côté chinois d'ailleurs, et qui, d'une certaine façon, deviennent des outils à la fois de pouvoir économique, par la captation de l'attention, par les usages qu'ils proposent, par la préemption surtout de nos usages, donc des standards, et qui deviennent par là même aussi des acteurs ou des véhicules de soft et de hard power. Starlink en Ukraine de Elon Musk, c'est du hard power. C'est-à-dire que Elon Musk a été invité au début de la guerre d'Ukraine à envoyer ses satellites pour proposer des systèmes de redondance, c'est-à-dire de backup pour assurer la pérennité et la permanence des communications militaires ou des télécommunications militaires ukrainiennes. C'est-à-dire qu'il possède la structure en fait aujourd'hui. Il possède des infrastructures aujourd'hui. Il, en tout cas, avance sur les infrastructures, et encore faudrait-il définir d'ailleurs lesquelles. Mais juste sur la question des big tech, et après je reviendrai, oui, c'est intéressant. Mais sur la question des big tech, pourquoi moi je n'utilise jamais l'acronyme GAFAM ou GAMAM, etc. Parce que ça va vous survisibiliser quelques acteurs, invisibiliser d'autres. Or, ce que je dis aussi, ce que j'essaie de poser dans Technopolitique, c'est que ce ne sont pas simplement des critères de mesures quantitatifs. C'est pas justement juste de la capitalisation boursière ou le nombre d'utilisateurs. C'est en fait beaucoup plus large que ça. C'est aussi une question ultra qualitative d'impact, parce que aujourd'hui, en effet, les géants technologiques, mais vous avez aussi des petites startups, par exemple dans le champ militaire et régalien, comme Anduril qui produit, fabrique, vend des drones autonomes, par exemple, et qui prennent part de plus en plus dans la conversation internationale, par exemple sur la régulation des armes autonomes, et qui sont financés, ou cette start-up en l'occurrence est financée par Peter Thiel de la PayPal Mafia, patron de Palantir, etc. Donc il y a tous ces enchevêtrements d'acteurs que je mets derrière, si vous voulez, le mot Big Tech, sans les essentialiser. J'avais besoin de poser le concept Big Tech pour comprendre ces enjeux, ou cette restructuration de la puissance d'un État. Mais en revanche, il faut toujours avoir la granularité, parce qu'entre elles sont très hétérogènes. Elles peuvent même avoir des rivalités de discours, de narratifs, de vision du monde. Elon Musk et Sam Altman ne s'aiment pas particulièrement. Zuckerberg et Musk se détestent cordialement. Pour plein de raisons, qui sont d'abord des raisons de leadership et de business, mais aussi des raisons d'antagonisme et de vision du monde qui sont parfois divergentes. Et de leadership, puis du brise total. Donc ça, c'est un peu un état des lieux, et on a déjà de la littérature là-dessus. Après, ce que moi je pose, en revanche, de nouveau, en tout cas que je propose, et on en fait ce qu'on veut, c'est ce qu'on a en miroir, ce qu'on a en face. Et ce qu'on a en face, en effet, c'est le big state. Mais tous les États ne sont pas des big states. Les big states, dans mon appréhension, dans ce que je pose comme analyse, ce sont des États qui ont des véritables politiques de puissance, pas simplement pouvoir, et qui sont alimentés dans leur puissance par leurs acteurs technologiques. Et donc il y a bien cette imbrication. C'est là la symbiose entre les deux. C'est pas exactement de la symbiose, en l'occurrence, parce qu'ils ont une relation ultra ambivalente. Je m'explique. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a que des big states qui ont réussi à faire émerger des big tech, États-Unis et Chine. Puis après, vous avez d'autres pays, Israël, la Turquie, etc., qui vont avoir des stratégies plus de niche. C'est-à-dire qu'elles vont se spécialiser sur un sujet, en un secteur ou une chaîne de valeur, et elles vont, si vous voulez, en avoir une forme de leadership. C'est Israël sur le cyber, par exemple. Ça, c'est très intéressant. Ou la Turquie sur toute sa diplomatie des drones, en Afrique notamment. Oui, on reviendra tout à l'heure sur justement les propositions que vous faites, notamment sur le fait que l'Europe devrait s'allier avec les États-Unis pour justement peser plus sur la partie des solutions. Mais l'Europe, par exemple, n'est pas du tout un big state. Évidemment. Parce qu'on a une carence dans notre vision, même communautaire, au niveau européen, des modalités, de la façon dont on va construire notre stratégie de puissance. L'Europe puissance aujourd'hui, c'est un concept qui tâtonne, qui avance, mais difficilement, qui est plus compliqué à mettre en place. Sur la question technologique en particulier, en termes de technopuissance, on a pris 40 ans de retard. Donc, de ce point de vue-là, nous avons
développé des énormes dépendances vis-à-vis des technologies d'abord américaines, et puis parfois, de temps en temps, chinoises. Huawei, TikTok, etc. Bon. Donc le Big State, c'est cet État qui construit une partie de sa stratégie de puissance ou de power politics, fuelée, alimentée par ces big tech. Mais, et je terminerai là-dessus pour répondre à la question et j'arrête mon tunnel, la question de l'ambivalence des relations, c'est que sur par exemple le sécuritaire et le régalien, big tech et big state, notamment, moi je me suis beaucoup focalisée sur les États-Unis. C'est pas un livre qui fait l'exégèse du benchmark du monde. J'avais vraiment besoin, mon obsession c'était comment est-ce qu'on repense notre démocratie pour les sauver. Parce qu'on a un enjeu aujourd'hui existentiel sur ces questions-là. Donc, ma focale est vraiment très occidentale. Parce que je crois que c'est nous qui sommes aujourd'hui à risque. Et donc, c'est nous qui devons absolument repenser notre modèle pour continuer. Nous, vous voulez dire les Européens nous, ou les les Européens démocraties et nous, occidentales en général? Nous, les Européens d'abord. Ouais. Et si on ouvre le spectre, occidentaux, et donc c'est impossible de penser aujourd'hui notre démocratie ou notre modèle politique, ou nos questions de souveraineté, ou le fait géopolitique sans les États-Unis. Compte tenu des interdépendances qu'on a, et des dépendances parfois qu'on a, notamment sur la question techno, c'est très difficile de penser dans un monde où les États-Unis sont absents de l'équation, où celui qui a la solution, je suis opérationnelle et opérante, je suis preneuse. J'ai pas réussi à craquer l'équation sans les États-Unis. Mais juste pour revenir, c'est une ambivalence de relations, et je terminerai là. Sur la question sécuritaire et régalienne, Big Tech et Big State sont plutôt très... ils sont dans une forme de coopération. Les commandes publiques aujourd'hui du Pentagone, du DoD et des agences fédérales en général sont exponentiellement croissantes auprès des acteurs de la Silicon Valley, et ça a commencé sous Obama, qui avait ouvert en 2015 le bureau de représentation du Pentagone au sein de la Silicon Valley. Et elles peuvent être très conflictuelles aussi quand il en vient à la question de l'antitrust, des abus de position dominante, pour une raison très géopolitique aussi, au fond. C'est-à-dire que si ces acteurs-là deviennent trop gros et étouffent l'innovation, rapport à ce que j'ai dit, ils sont vecteurs de puissance, et vous étouffez votre capacité de puissance. Et puis la question évidemment des réseaux sociaux, de la désinformation, etc. Et là où il y a énormément de cas, de procès qui sont intentés aux plateformes, aux acteurs technologiques, Meta, Twitter, etc., sur les questions de modération, sur les questions de prise de décision extrêmement arbitraire, sur la santé mentale des jeunes, etc. Donc de ce point de vue-là, sur cette question-là, les relations peuvent au contraire être très conflictuelles entre l'administration et les plateformes. Et alors justement, vous insistez sur cette question de la rapidité de la transformation, sur ce que vous appelez l'hypervitesse, et sur la façon dont ces technologies, que ce soit l'IA, que ce soit les algorithmes, sont des technologies d'hypervitesse et prennent un peu le contrôle finalement de notre façon de nous informer, de notre façon de vivre l'information, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que déjà ces technologies d'hypervitesse? Pourquoi vous les appelez comme ça? Et en quoi cette question de technologique influe finalement sur les inégalités sociales, politiques et sur aussi notre rapport à l'information? Alors, sur la question du terme, ce qui m'embêtait beaucoup, et ce qui m'embête moi beaucoup en France dans la façon dont, disons, les choses sont décrites, c'est deux choses. Un, on parle encore, moi ça m'étonne toujours un peu, on parle encore de numérique, de digital, etc. Enfin, donc on a, même dans l'usage des mots, une vision très 2010. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Or, numérique, c'est comme si... Dire ce sont des technologies numériques, c'est comme si on était encore en train d'acter que c'était quelque chose d'à côté. C'était une petite innovation. À côté. À côté. Or non, c'est au cœur de tout. Ouais. C'est le cœur aujourd'hui. C'est le cœur de la rivalité géostratégique États-Unis-Chine. C'est au cœur de nos quotidiens. C'est au cœur de la question démocratique, des ingérences, des manipulations de l'information, etc. C'est le cœur. Donc c'est très difficile de dire, c'est le numérique. De mon point de vue, je peux me tromper, mais c'est très personnel. Je trouve ça anachronique. Et même grave politiquement. Dangereux même peut-être. Bien sûr, parce que c'est minorer quelque chose qui est absolument systémique. Oui, c'est parmi les grands défis finalement du 21e siècle entre la transformation écologique et aussi la transformation... Il va y avoir 3 grands sujets pour notre 21e siècle, vraiment, mais qui vont définir nos modèles politiques. La question écologique, évidemment. Et d'ailleurs, elles se rejoignent très difficilement. Et donc on a aussi une forme de schizophrénie à résoudre assez vite. Les deux, ouais. Oui. Parce qu'elles sont très opposées finalement. On voit les IA génératives, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on continue à foncer à toute berzingue les IA générales, dans le discours d'ailleurs des tycoons là, de la Silicon Valley. Ouais, mais en même temps, il y a un problème de finitude des ressources, de la consommation. Donc à un moment donné, il faut aussi se dire, on va où avec ça?
pour servir quel projet ? Et on ne se pose jamais la question dans ce sens. Ou en tout cas, si, les géants de la Silicon Valley, eux, se la posent, mais nous, non. Donc, ils remplissent un vide politique qui est sidérant. Et ce n'est pas qu'eux sont forts, c'est que nous sommes particulièrement faibles en termes de pensée politique sur ces questions-là. C'est plutôt dans ce sens. Et donc, tout d'un coup, on peut reprendre aussi notre destin en main, puisque la principale boîte noire à la fin des fins, c'est pas l'algorithme, c'est pas tant l'algorithme que notre avenir. Il se construit, c'est pas quelque chose qui nous est imposé. Donc c'est à nous aussi de décider de ce qu'on veut faire de ces outils-là. Mais pour répondre et revenir et resserrer mes chemins. Donc la question de l'hypervitesse, ça me permettait de parler de ces technologies-là dans ce qu'elles sont dans leur nature. Et dans leur nature, c'est pas tant de se dire à son numérique ou pas, c'est de se dire en fait la principale guerre qu'on est en train tous de mener, que ce soit entre nations, que ce soit entre nous, que ce soit dans nos quotidiens, le travail, ça, c'est la guerre de la vitesse. C'est une course contre la montre permanente. Cette confiscation du temps dans ce droit ambiant, hein, c'est-à-dire qu'il confisque nos pensées un peu, c'est ça, ouais. Et le premier qui a pensé ça, l'accélération, le premier penseur de l'accélération, c'est Paul Virilio qui est un personnage absolument génial, hybride, hétéroclite, etc. Et qui a, quand on lit ses ouvrages, avait à peu près tout vu ou tout anticipé de ce qu'on est en train de vivre, puis il dit des choses très justes. Alors à l'époque, on l'avait pris pour un hurluberlu ultra pessimiste, ouais, tout à fait, ouais. mais ou pratiquement technophobe, mais pas du tout. En fait, ce qu'il disait aujourd'hui est notre réel. Mais lui parlait de la vitesse ou même de la dromologie. Moi, terme pas très sexy. Et moi, ce que je dis, c'est que ce sont des technologies de l'hypervitesse. C'est vraiment, on est encore le cran du dessus par toutes ces algorithmes, ces capacités calculatoires absolument extraordinaires. Ce n'est pas bien ou mal en soi, c'est de se dire à quelle fin on les met. Donc ça, c'est la première chose. Le problème étant que, c'est là où j'en viens à mon deuxième sujet, et à la deuxième partie de la question, c'est que tant que ces infrastructures systémiques, que sont les réseaux sociaux, que sont les implants, que sont les satellites, que sont les data centers, que sont... Aujourd'hui, vous savez que la recherche fondamentale en IA se fait d'abord dans les labos privés abrités par Microsoft, Google, etc. Ce qui pose aussi des questions fondamentales de politique publique sur la symétrie publique-privée, par exemple. Et sur comment on peut contrôler, enfin en tout cas réguler tout ça. C'est surtout ça, bien sûr. Ouais. Et comment est-ce qu'on vous avez utilisé le mot confiscation, je pourrais le prendre d'ailleurs à mon compte, mais moi je parle de privatisation. Privatisation, mais du futur. Puisque les infras à partir desquels vont se déployer, et se déploient déjà, le fait politique, le fait militaire, le fait géopolitique, le fait industriel, le fait social, les réseaux sociaux, aujourd'hui sont entre les mains de quelques-uns. Pas toutes, mais celles qui comptabilisent le plus d'usages, celles où nous avons nos réflexes quotidiens, elles sont... Entre les mains de 4-5 personnes. Et d'ailleurs, si je fais le test, David, si je vous dis, vous avez quoi comme app ? En réseaux sociaux, vous voulez dire ? En app, en général, et est-ce que vous consultez toujours les mêmes en boucle ? Oui. Et elles sont toutes américaines ? Je pense qu'elles sont toutes américaines, oui, effectivement. Et moi aussi. En fait, nous tous. Et ce qui m'amène d'ailleurs à une petite parenthèse, à une autre, disons... un autre sujet sur lequel moi je me mets un peu en porte-à-faux, c'est, vous savez, pendant longtemps, on mettait la Boétie à toutes les sauces. La servitude volontaire. Non, c'est pas servitude volontaire, faut arrêter. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir qu'on comprenne que ce sont des plateformes, des services, des usages qui sont systèmes. L'IA, c'est système. C'est-à-dire que vous voulez dire qu'elle nous lie profondément sans qu'on s'en rende compte ? Non, ça veut dire que si vous en sortez, vous sortez de la société. D'accord. Ouais. Donc ça n'a pas de sens de dire c'est ta faute. C'est-à-dire que finalement l'injonction à la déconnexion et au fait de plus être dans ces applis-là et dans ces réseaux n'est pas possible, c'est ça que vous voulez dire ? Est-ce que vous pouvez travailler sans une de ces apps ? Moi, je peux pas travailler sans une de ces apps. Moi non après, plus. Je suis pas forcément représentatif de... Le Covid, ça a été quoi ? C'était en plus un accélérateur extraordinaire, en fait. Alors, on peut après apposer la lecture critique, de la dépendance, du flicage, etc., de la destruction du lien, c'est vrai. Mais factuellement, si avant d'apposer des lectures, disons, moralisatrices ou morales, juste dire, est-ce qu'aujourd'hui, c'est impossible de travailler, de faire lien ou d'interagir... D'évoluer dans la société. Et d'évoluer dans la société sans ces outils-là, c'est très compliqué. Donc, la Boétie... je pense, n'est pas applicable. La problématique n'est pas la problématique de culpabiliser les gens dans leurs usages, parce que c'est TikTok, parce que c'est Snapchat, parce que c'est Twitter, parce que c'est Facebook, Amazon ou je ne sais quoi. C'est plutôt de dire, nous avons des outils et qui vont poser deux enjeux, disons. Le premier, qui est d'abord éminemment politique, voire géopolitique dans le cas de l'Europe, c'est la gouvernance
de ces géants technologiques. On a un problème, moi j'ai un problème avec pas tellement ce qu'ils font, mais avec ce qu'ils sont d'abord. C'est-à-dire il faut vraiment remonter l'amont de la problématique. Ce qu'ils sont, c'est quoi ? C'est des entreprises privées qui rendent des comptes au marché. Ouais. Ou à elles-mêmes, quand elles sont sorties de la cote, X Twitter dans le cas de Elon Musk. Donc l'arbitraire le plus total. Les Facebook Files aussi nous avaient montré une forme d'arbitraire de Zuckerberg. Donc, ce qu'elles sont, ce sont des boîtes privées avec des gars qui ont surcentralisé le pouvoir, les prises de décision. Or, ce qu'elles sont aussi, c'est des entités hybrides. Ce sont des acteurs militaires, ce sont des acteurs géopolitiques, ce sont des acteurs idéologiques. Vous avez aujourd'hui une partie de l'élite technologique américaine qui vrille et qui est en train de pencher vers l'alt-right, voire vers le Trumpisme. Le cas d'Elon Musk est le plus grand exemple le plus grand, mais Peter Thiel aussi, David Sachs, et des fonds de VC, etc. Donc, à partir de là, dès l'instant où on se dit ça, on se rend bien compte que notre regard sur elle et nos réponses institutionnelles face à elle sont encore un tout petit peu, disons, ne sont pas assez radicales. Aux États-Unis, elles ne sont pas à la bonne échelle, c'est ça que vous voulez dire peut-être ? Je le pense. Ouais. Mais aux États-Unis, ce qui est aussi passionnant, c'est qu'est apparu un débat où on s'est dit, peut-être que parce qu'on a un sujet sur leur statut juridique, et elles sont aujourd'hui des infrastructures d'utilité publique, peut-être qu'on peut leur donner le rôle ou le statut de common carrier, c'est-à-dire de transporteur public ou d'opérateur public. Un peu une sorte de délégation de service public, quelque part. Ou en tout cas avec une contrainte beaucoup plus forte de l'État, avec un droit de regard dans la gouvernance, dans les décisions au départ qui prévalent. Aujourd'hui, nos régulations et nos réglementations, elles tapent l'aval. Ouais, vous le savez très bien, vous, sur la modération. Le temps que tu signales, que tu menes l'enquête, le machin, ça. Bon, on est sur l'aval. Et ce n'est pas exclusif, ce n'est pas l'un ou l'autre. On peut vraiment avancer sur les deux pieds. Et il est vrai, et je le reconnais volontiers, que la proposition d'ouvrir la gouvernance, de leur donner un autre statut, c'est ouvrir la boîte noire de la gouvernance, c'est-à-dire comment on prend ces décisions. En fait, vous pensez que c'est sur la boîte noire de la gouvernance qu'il faut agir et pas forcément sur ce qu'on entend souvent de la boîte noire des algorithmes, montrez-nous comment vous fabriquez vos algorithmes et ainsi de suite, et comment se propage l'information. Oui, parce que si on revient sur la question de l'hypervitesse et sur la façon dont on voit la puissance à laquelle se diffuse une fausse information ou une fake news et ainsi de suite, on voit que ça dépend aussi de l'algorithme. Mais est-ce que c'est de l'algorithme qu'il faut attaquer ou la gouvernance ou les deux ? Aujourd'hui, ce qu'on attaque, c'est l'aval. Donc l'algorithme, les manipulations de l'information, c'est toujours la même chaîne. C'est on signale, on capte, on repère un signal faible, on signale, on communique ou pas en fonction du niveau de sensibilité. Et puis après, on va sur des... c'était la plateforme Pharos, c'est toujours d'ailleurs en France, mais le DSA aussi de ce point de vue-là. Avec une ouverture en disant, en plus, on va mettre un peu de la société civile, des trusted flaggers, etc. Bon. Mais on va donner accès aux données. Mais il faut des requêtes, c'est très long. Bon. Le problème, moi, je n'ai pas un problème de signal politique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réglementer. Je dis juste qu'on va avoir un problème de mise en œuvre. Tout dépend de votre intention politique. Si l'intention politique est de mettre des règles, c'est très bien ce qu'on fait. Si l'intention, c'est que ces règles marchent, la mise en œuvre, là, c'est un chouille plus compliqué. Ouais, mais l'enjeu, c'est de se poser la question de on veut une loi, pourquoi faire ? Quel est notre enjeu ? Et l'enjeu, c'est est-ce qu'on veut des espaces complètement propres ? Est-ce qu'on veut des espaces où tout le monde peut s'exprimer, où on peut faire du consensus ? Donc, vous voyez bien que le problème, c'est pas juste de réparer. Le problème, c'est d'aller très en amont et de décider comment fonctionnent les algorithmes. Comment est-ce qu'on détend l'économie de l'attention ? Comment est-ce qu'on détend cette hyper-viralisation qui procède de cette hyper-vitesse ? Ça ne peut pas se faire à l'aval. C'est forcément à l'amont, la façon dont on conçoit le socle technologique, le modèle économique et donc même idéologique se conçoit forcément en amont. Alors on le voit bien, on est vraiment dans le cœur aussi de ce qui entraîne la propagation de fake news que nous on observe à Conspiracy Watch en permanence. Vous avez signé récemment dans l'ouvrage collectif de la Fondation Jean Jaurès sur la série La Fièvre d'Éric Benzekri un article dans lequel vous expliquez finalement 3 équations technopolitiques justement sur la fièvre et sur la façon dont se diffusent les fake news. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et sur la façon dont vous percevez cette hystérisation du débat public à travers la technologie justement ? Oui. C'est exactement ce qu'on vient de se dire, donc c'est dans la continuité de ce qu'on se disait à l'instant. Je crois qu'il y a 3 choses. Dans Technopolitique, j'essaie de trouver une grille de lecture très simple, vraiment, à la portée de tout le monde, pour comprendre
un peu ce que sont ces big tech et comment ils fonctionnent sur la question des réseaux sociaux en particulier. Et la façon dont j'ai construit la chose, le système, si vous voulez, c'est 3 angles. 3 angles qui sont aujourd'hui, mais définitivement imbriqués. Le socle technologique, c'est-à-dire la façon dont vous allez construire l'algorithme, la plateforme, les paramétrages, les possibilités de non-paramétrage, toute la partie arbitraire. Et d'ailleurs, on pourrait penser à une forme de prise en main beaucoup plus ouverte des paramètres, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, décider sur X ou une sorte d'open algorithme, quelque part. De l'ouvrir, ou de donner à chacun la main de construire le réseau et des paramètres qui vont bien, qui lui conviennent, notamment pour les enfants, pour est-ce que tu utilises X Twitter pour faire de la veille ou pour parler à tes potes ou pour stalker, peu importe. Mais tu peux donc avoir une individualisation même de tes paramétrages pour être exposé à ce que tu as besoin de voir ou tu as envie de voir. Donc ça, c'est un premier élément de réponse, c'est la façon dont on conçoit. On fabrique, on conçoit. L'outil lui-même. Technologique. Mais c'est impossible de le concevoir, parce que la technologie n'est pas neutre, comme on le sait, sans en fait comprendre l'autre angle, qui est l'angle politique, voire idéologique. Dans le cas de X-Twitter et de Elon Musk, il n'y a pas que la question du socle techno de l'algorithme ou qu'il est viré des modérateurs. Ça, c'est encore une fois l'aval. Le gars, il a une vraie vision politique. C'est-à-dire, il y a eu des fuites d'une réunion interne en janvier 2024 de X, où Elon Musk était là et puis il présentait un peu sa vision, c'est-à-dire un peu ce qu'il voulait en faire de ce truc. Et il dit explicitement que son projet, c'est un projet de démocratie directe. La démocratie directe n'est pas nouvelle comme idée. Mais tout d'un coup, le gars, il a un outil à disposition, qui lui permet technologique, ou qui concentre des usages. Et l'idée, c'est de se dire, encore en sous-jacent, il a une telle détestation des corps intermédiaires, et notamment des journalistes et de la presse, qu'il aborde littéralement pour plein de raisons psychologiques, de lutte de reconnaissance, etc., que tout d'un coup, il a un outil pour se dire, en fait, c'est du technopopulisme, c'est la voix au peuple. C'est exactement ce qu'on voit dans La Fièvre, d'ailleurs. C'est exactement ce qu'on voit dans La Fièvre. À un moment de l'épisode, quand ils font un panel de Français et qu'ils les font voter sur la question de la possession d'armes. Absolument. Ouais. Et lui est très, très en phase avec ça. Et c'est absolument légal aux États-Unis. Premier amendement de la Constitution américaine, c'est génial. Donc, en fait, absolument rien... À part quelques cas très précis, très circonscrits, rien n'est pénalement, disons, répréhensible du point de vue vraiment de la loi. Donc, il peut le faire. Donc ça, c'est la partie politique. Et enfin, vous avez évidemment la question du modèle économique ou du business model. Et ça, c'est l'économie de l'attention, la viralité, l'espèce de capitalisme, j'ai presque envie de vous dire à la Stigler, de capitalisme pulsionnel. Or, la pulsion, c'est quoi ? C'est nos passions tristes à la fin des fins. Les passions tristes, oui, c'est ça exactement. C'est la haine, la colère, le rejet, la colère, la peur, tout ça. Donc sur les réseaux sociaux, c'est l'endroit idéal si on a bien compris ce triptyque. Et vous remarquerez que dans la vraie vie, un psychopathe sur un réseau social, dans la vraie vie, il peut être parfaitement policier et très gentil. Donc il y a quelque chose qui se débride de l'ordre de la libido pratiquement sur les réseaux sociaux, poussé par les contenus de la pulsion de mort quelque part aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Eros et Thanatos, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en effet, ce qu'on va flatter pour maximiser votre engagement, c'est-à-dire votre présence sur les réseaux, mais pourquoi faire ? Pourquoi est-ce qu'on maximise ? En fait, plus vous restez là, plus en effet vous avez le business de la pub, mais pas que. Si on comprend aujourd'hui aussi cette nouvelle vague de hype, par exemple, autour de l'intelligence artificielle, on va avoir un problème. Tout à l'heure, on parlait de la finitude des ressources. L'autre ressource qui va être finie à un moment donné, ou sur laquelle ils sont en train de se battre, c'est la collecte des données. Il faut qu'on ait beaucoup de data. Plus vous restez bloqué sur une plateforme, plus vous produisez de la donnée. Complètement, oui. Et puis il y a cette vague de petits mouvements qui est en train de naître justement sur Instagram ou sur Twitter ou sur Facebook si tu veux pas que tes données soient utilisées par l'algorithme de la plateforme, il faut l'indiquer et ainsi de suite. Bon, je sais pas si ça marchera vraiment, mais en tout cas, il y a cette dimension-là de production de la donnée pour justement nourrir une nouvelle forme de technologie. Absolument. Mais je voudrais revenir parce que ce que vous disiez est intéressant et puis ça résonne aussi avec le livre sur la question de le fait de la masse et la perte du commun et sur lequel les individus deviennent finalement des choses abstraites, avec cet idéal de liberté d'expression qui est à la fois un droit et puis on a l'impression vraiment qu'on a accès à la liberté d'expression et qui devient aussi, qui s'inscrit dans un agenda politique. Est-ce que vous pouvez développer cette idée et sur comment finalement à la fois la guerre informationnelle s'imbrique dans la guerre entre les États et les différentes choses? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est, tout à l'heure je disais, on a un choc technologique qui vient percuter nos démocraties à entendre comme démocratie de masse, celle qu'on avait construite au XXe siècle.
et qui fonctionnait très bien à ce moment-là, parce que les méthodes de production, parce que l'industrie était en phase avec cette architecture-là. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est de l'hyper-personnalisation de masse, mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que si je devais décrire la nature de ce choc technologique, on passe de démocratie de masse à l'hyper-personnalisation de masse, et ça, c'est Hannah Arendt qui l'expliquait bien avant les big tech. Tout à fait. Ouais. En fait, l'autoroute vers les totalitarismes, c'est de détricoter le lien, où tout d'un coup, nous ne sommes plus que des atomes complètement isolés dans une masse. Donc tout l'enjeu pour nous, la véritable question pour nous collectivement à se poser, et c'est ce qui explique aujourd'hui, alors je ne sais pas comment est contextualisée notre vidéo, mais aujourd'hui on est en pleine crise politique en France, et cette question de quel est notre projet, comment faire commun, le commun, comment assurer une pluralité des voix. La pluralité des voix, par exemple, c'est pas du tout ce qu'on est en train de vivre là, c'est pas d'un côté CNews et de l'autre côté le service public. Et puis, en train de se regarder en chien de faïence. La conversation démocratique, c'est venir au milieu. C'est la capacité à construire du consensus. Or... finalement, à être d'accord sur ces désaccords, quelque part. C'est ça, la démocratie. En tout cas, à avoir la capacité d'écouter et de discuter. Exactement. Après, ce qu'il en sort... Mais d'acter les désaccords, exactement. Quelque part. Ouais. Et de venir en parler. D'avoir le courage de venir en parler. Et le problème de tout à l'heure, c'est que précisément, mon triptyque des réseaux sociaux... socle technologique, agenda politique, modèle économique, est l'antithèse du consensus, l'antithèse de la conversation, l'antithèse. Après, attention, ce n'est pas la faute des réseaux sociaux. Bien sûr. Je veux dire, ce serait trop facile, c'est un peu TikTok en Nouvelle-Calédonie, c'est un peu le cache-misère. Oui, d'accord, tu le fais pour des raisons, mais attention à ne pas oublier qu'initialement, le problème est politique et social. Exactement. Attention à ne pas tomber dans une espèce de scientisme ou de solutionnisme technologique. C'est contradictoire, c'est de dire on peut pas sortir de ces plateformes parce qu'elles créent du lien et en même temps elles distendent nos liens démocratiques. Donc c'est une forme d'injonction contradictoire. Tout dépend de la nature du lien. Exactement. De quel lien parle-t-on ? Ouais. Faire société ne se fait pas sur les réseaux sociaux en l'état, hein, c'est impossible. Donc qu'est-ce que ça veut dire en creux ? En creux, ça veut donc dire que la poche de résistance, là où doit se passer la conversation, c'est en fait dans le monde réel, physique, des lieux physiques. Moi, ça m'avait toujours un peu effaré la facilité et la rapidité avec laquelle on avait mis des écrans, des machins à l'école primaire. Mais ça doit être des sanctuaires, ces lieux-là. L'école, le collège, l'université. On a détricoté nos corps intermédiaires, les syndicats, ce qui faisait en fait la cohésion d'une forme de tissu social, mais aussi de canalisation de combat, donc de discours, de paroles politiques. Mais il ne faudrait pas qu'on détricote tout à ce point. Et de ce point de vue-là, en miroir de nos vies numériques, parce qu'aujourd'hui elles sont extrêmement mal gouvernées, il faudrait qu'à contrario, nos vies réelles soient vraiment ultra investies, se voir, se parler. Mais où on le voit même sur les relations amoureuses. Non, mais c'est juste dingue. Entre les apps de dating, les gars, ils passent leur temps à chatter. Le passage à l'acte dans la vie réelle, c'est absolument fondamental. Fondamental. On a aujourd'hui... C'est quelque chose que je dis depuis quelque temps, qui est assez récent, mais qui me frappe de plus en plus. Avant, on devait gérer une existence. On devait gérer une vie, la vôtre, la nôtre, la mienne, la tienne, bon, une vie. Et c'était déjà bien assez compliqué comme ça, de gérer sa vie. Là, on en a deux pour le prix d'une. On a nos vies numériques et on a nos vies réelles. Et est-ce que finalement, la solution, c'est pas d'essayer d'imbriquer ces deux vies-là ? Si, à condition qu'on travaille la gouvernance. C'est Ian Bremmer, politologue américain, moi que j'aime beaucoup, qui disait « Ok, les big tech, puissance, pouvoir, génial, etc. Mais qui les gouverne ? C'est-à-dire, en fait, comment souhaitons-nous être gouvernés ?» Et encore une fois, elles remplissent aujourd'hui un vide politique béant. Et on n'a plus de projet de société. Donc, tant qu'on n'a pas ce projet, c'est elles qui s'immiscent. De quelque part, c'est une société artificielle qu'elles sont en train de créer autour de leur technologie, quoi. C'est ça que vous voulez dire. Artificielle, dans leur état d'esprit, ils ont des vrais projets. Le long-termisme, la conquête de l'univers, et ils y travaillent. Et par ailleurs, ils y travaillent. Parce que par ailleurs, c'est des bosseurs. Donc, à nous de travailler. Et je crois qu'on a perdu l'habitude de travailler. Et sur cette question de soldats, finalement de la guerre de l'information, dans quelle mesure les individus sont devenus des soldats dans une guerre de l'information entre États qui les dépasse quelque part ? Deux choses. Tout à l'heure, je n'avais pas fini, mais... parce que c'est moi qui... c'est moi qui me suis allée encore sur autre chose, j'ai bifurqué. Ce choc technologique, donc c'était trois choses. Hyper-personnalisation de masse, l'apparition des big tech, on en a beaucoup parlé comme entité politique d'une certaine façon, propriétaire d'infrastructures d'utilité publique, donc le sujet de leur gouvernance, c'est-à-dire de leur statut,
donc ce qu'elles sont par nature, by design, comme on dit. Et puis le troisième, qui pour répondre à votre question, c'est que ces technologies-là dont on parle, de l'hypervitesse, de la symbiose, je ne sais quoi, elles sont par nature duales, c'est-à-dire qu'elles sont civiles et militaires. Et la différence avec les autres technologies duales qu'on avait aussi, par exemple le nucléaire, c'est que là, cette fois-ci, elles sont dans votre poche. Tout le monde y a accès, elles sont quotidiennes, elles sont permanentes, elles sont partout, tout le temps. Et donc, ça peut être pour le travail, ça peut être pour le boulot, ça peut être pour le shopping, ça peut être pour les relations amoureuses, que vous les disiez, relations amoureuses, faire du ludique, faire de la veille, peu importe. Mais en même temps, ces espaces-là ont été militarisés. C'est là où se jouent les luttes d'influence, les manipulations de l'information, les campagnes de désinformation, de cyberdéstabilisation, de injecter le chaos par des narratifs contradictoires. Et tout d'un coup, donc, les narratifs extérieurs et étrangers, russes, chinois, les rapports de l'IRSEM sont excellents à cet égard, parce qu'ils démontrent vraiment par le menu l'industrialisation et la massification de ces manipulations de l'information. Et la Chine monte en compétence sur le modèle russe, d'ailleurs. Mais, et si je ferme cette parenthèse, elle se joue sur les réseaux sociaux. Or, sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas des armées qui sont là, c'est nous tous. Donc, de ce point de vue-là, si nous devenons donc... Mon équation est très simple. Moi, ce que je dis, c'est très simple. Je sais que ça choque beaucoup en France, mais ce que je dis est simple. Si on acte mon hypothèse de départ, les technologies sont duales, civiles et militaires. Si on a acté, et tout le monde l'a acté, c'est les doctrines militaires, etc., que les réseaux sociaux sont aujourd'hui des espaces d'influence et de guerre hybride, de lutte, de ces nouvelles conflictualités hybrides. Une forme de guerre froide dont vous parlez notamment dans le bouquin. Non, moi je dis que c'est pas exactement la guerre froide. C'est pas exactement la guerre froide. Non, c'est un peu plus différent. Parce que et puis il faut arrêter de toujours trouver des comparaisons, parallèles ou les compagnies Prenons les choses comme elles sont, dans ce qu'elles ont de permanent et de pas étonnant, mais aussi dans ce qu'elles ont d'inédit. D'accord. Il y a aussi des éléments inédits de ce qu'on est en train de vivre. Réseaux sociaux, espaces d'influence, armes de guerre. On acte cette deuxième chose-là. Ma conclusion, moi, me semble assez évidente et naturelle. Qui est sur les réseaux sociaux ? Nous tous, y compris nos enfants, les ados, etc. Donc, dès l'instant où on a dit ça, nous devenons nous aussi, par nature, et ce n'est que descriptif ce que je dis. Je dis pas c'est génial ou c'est affreux, je dis it is, c'est comme ça. Oui, donc, on est dual. La technologie, elle est pas bonne ou elle est mauvaise, elle est là, quoi. Il faut la prendre comme elle est. En tout cas, je commence par poser un état des lieux et l'acter. Ça ne sert à rien d'être dans un déni de réalité. Parce que c'est en posant les bons diagnostics que derrière, on sera capable de trouver les bonnes réponses. Si je passais ma vie à dire ou non, rien à voir circuler, il ne se passe rien, ou c'est mineur, ou c'est minime, on va pas bien avancer comme ça, il me semble. Donc, en tout cas, moi, ce que je pose, c'est que donc, si les technologies sont duales, si notamment les réseaux sociaux qui sont omniprésents aujourd'hui sont ces espaces aussi, pas que, mais aussi d'influence et de manipulation, et de déstabilisation, et d'injection du chaos et du désordre, etc. À ce moment-là, nous sommes donc nous-mêmes des utilisateurs, des citoyens, mais donc de façon biface, de façon duale, aussi des cibles. Si nous sommes des cibles, c'est là où nous devons avoir conscience, tous collectivement, de ces enjeux-là. C'est un enjeu d'abord de compréhension et de sensibilisation, pour derrière armer, trouver les anticorps, etc. Alors, tout à l'heure, vous parliez des ingérences, je voudrais revenir là-dessus, on a appris différentes ingérences dans l'information, en tout cas, ces derniers mois. Il y a eu cette histoire des punaises de lit qui a été orchestrée par, je crois, par 80% des messages qui étaient des messages issus de bots russes. Il y a la façon dont l'Union européenne a décidé de mettre fin à l'autorisation d'émettre de Russia Today à un moment de la guerre en Ukraine. Quels sont finalement les outils dont disposent les démocraties occidentales pour lutter contre ces ingérences étrangères ? Alors, si je devais schématiser, vous avez ce que vous pouvez faire sur l'aval ou sur, d'un point de vue plus exactement, disons, juridique et réglementaire, la loi. Donc ça, c'est Russia Today. C'est RT, c'est Sputnik, c'est ce que fait aussi... Dans un autre style, non, il y a trois choses. Il y a déjà l'interdiction de tel ou tel acte, les injonctions de modération aussi des plateformes pour les repérer, déplatformiser les contenus ou les invisibiliser très vite. Donc en fait aussi toutes les collaborations avec les Google, etc. Twitter par exemple, ce qui pose donc la question du DSA, qui d'ailleurs, il est très intéressant ce texte sur cette partie-là de désinformation, manipulation de l'information, parce qu'ils ont ajouté au moment de la guerre d'Ukraine un article un mécanisme plus exactement d'urgence, justement. Vraiment, on est dans un cas où ce qui s'était passé en Ukraine. Un inattendu, un imprévu. Exactement, et donc, d'aller beaucoup plus vite et de collaborer beaucoup plus rapidement. Qui pose d'ailleurs des énormes questions pour les plateformes technologiques et les big tech.
Parce que est-ce que c'est leur rôle de se substituer d'une certaine façon aux juges et ça pose plein de C'est la questions. question qui a été posée aussi au moment où Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, a supprimé le compte de Donald Trump. Absolument, quelque part. absolument. C'est la même question, Absolument. c'est le même genre de question. C'est la même. Mais dans les cas, disons, de crise majeure, c'est l'état d'exception, c'est l'urgence. Donc il y a ça qui avait été acté au moment, juste après le début de la guerre d'Ukraine. Donc c'est intéressant de voir comment aussi les textes se vivent et se régulent en temps réel. Donc vous avez l'arme réglementaire, l'interdiction de RT, de Sputnik, de machin, etc. Bon. Vous avez ce que fait par exemple la Viginum en France, qui est très intéressant parce qu'elle est en train de vraiment monter en compétence et puis surtout elle communique. Alors elle communique de façon très institutionnelle, donc je ne suis pas sûre du tout que Martine et Michu et Bernard et je ne sais, il y a accès, mais il y a en tout cas cette prise de conscience qu'il faut ouvrir un tout petit peu la communication et étaler ce qui se passe, ou expliquer ce qui se passe. Ça parle encore aujourd'hui au Cénacle d'experts, de fact-checkers, etc. Ouais. Hélas. Mais en tout cas, c'est là. Et il faudrait l'augmenter, il faudrait davantage le populariser, mais c'est là. Donc ça, c'est la troisième chose, c'est faire savoir, connaître. Parce que c'est en comprenant, c'est en décortiquant, c'est en décryptant les mains rouges, enfin, c'est en faisant tout ça que... Les mains rouges, les étoiles bleues, ce que vous faites allusion justement aux différentes opérations dans les rues à Paris, sur les murs après le 7 octobre, les étoiles bleues et les mains rouges récemment sur le mémorial de la Shoah qui était en fait visiblement de l'ingérence russe. Absolument. Donc c'est ultra important, pas simplement de débunker, mais de le faire savoir, etc. Mais vraiment s'assurer... C'est pas de pondre un communiqué de presse qui compte. C'est de s'assurer qu'il a été diffusé, que les gens ont compris, qu'ils l'ont vu. Donc il y a des questions de relais vers la population française. Vraiment, mais j'insiste, la principale rupture paradigmatique aujourd'hui pour nous, c'est que ça ne peut plus être centralisé et ça ne peut plus être l'apanage de quelques-uns. Tout le monde devient acteur de quelque chose qui est intangible et invisible et pourtant partout. Invasif. Donc c'est ultra important d'avoir cette sensibilité-là. Et c'est l'objet de Technopolitique, c'est de donner des clés, de donner des grilles, elles valent ce qu'elles valent, peu importe, mais de parler aux gens, pas de parler aux trois pecnos qui font leur colloque. Vraiment. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est super bien parce que en fait, toute la dernière partie du livre, je le dis pour nos téléspectateurs et auditeurs, c'est que il y a peut-être 100 pages de propositions, de réflexions justement sur les pistes que vous pouvez proposer et sur la façon dont on peut, à la fois au niveau des États, mais aussi au niveau des individus, agir sur ce monde-là. Donc, et donc la dernière solution, mais, parce qu'à un moment donné, il faut benchmarker, la Finlande était pas mal là-dessus, on revient à la question du nous, du commun. Les ingérences, les manipulations, la désinformation, les campagnes de déstabilisation ne peuvent taper et être, disons, métabolisés que par des gens ou des groupes qui sont anti-système, qui ont une colère. Donc, qui sont justement dans cet isolement de Hannah Arendt, de la destruction du lien, du commun. Donc, comment est-ce qu'à un moment donné, on remet du nous là-dedans ? Et la recette de la Finlande, moi, que j'aime bien, elle n'est pas exclusive, mais que j'aime bien, c'est reconstruire un récit national, par exemple. Le patriotisme, c'est pas un gros mot, pardon. Et je vois pas pourquoi il serait complètement pris en otage par je ne sais qui. Il va falloir qu'on reconstruise notre récit, être fier d'être français. Parce que c'est en étant fier d'être français qu'on sera nous-mêmes des remparts et des anticorps de ça. Le patriotisme, c'est l'amour des siens et le nationalisme, c'est la haine des autres. Et défendre. Disait Romain Gary, donc ça va exactement dans... Et défendre, il y a une logique de défense aujourd'hui de ce que nous sommes. Et justement, dans ce qu'on est en train de se dire, c'est aussi une des solutions que vous proposez, que je trouve très intéressante sur, finalement, il y a les big states dont on a parlé, il y a les big tech et il y a les big citizens. Qu'est-ce que c'est que le big citizens alors racontez-nous un peu ce big citizens. Rapidement, alors je vous avoue que c'est peut-être... Rapidement, mais c'est la partie la plus folklorique. J'ai encore du travail à faire sur celle-là. Mais comment on fait émerger ce big citizen ? C'est-à-dire, est-ce que c'est finalement la question de l'éducation aux médias, à l'école ? Non, c'est pas ça que j'ai en tête. C'est quoi le big citizen ? Non, franchement, je vais vous dire un truc. Je vais vous le dire, mais très franchement. Celui qui vient et vous dit la solution c'est l'école, c'est qu'il a aucune solution à proposer. C'est vraiment le truc tarte à la crème. Alors, c'est l'école. Non, attends. Si ce n'est que ça que tu as proposé, c'est que vraiment, tu n'as rien à dire sur ton sujet. Donc, non, c'est pas l'école. Enfin, si, mais c'est pas... c'est pas que ça, quoi. C'est pas ça que je mets en truc. Parce que si tu écris tout un bouquin pour dire... Et puis, l'école... Franchement, c'est petit joueur. Je comprends. Non, évidemment, l'école, mais c'est trop facile, quoi, de dire c'est l'école, c'est trop simple. Et puis par ailleurs, on est en train de la détricoter, l'école. Donc, bon, à un moment donné, il faut être aussi cohérent.
Qu'est-ce que je voulais dire? Le Non, Big sur le Citizens. Big Citizen, c'était de se dire, j'avais mon Léviathan là à deux têtes, donc Big Tech, Big State, avec les imbrications, les enchevêtrements très ambivalents sur le régalien, plus conflictuels sur les questions de désinformation et de modération. Euh, mais il nous manquait le tiers-État, d'une certaine façon. Ouais, d'accord, je coche. Nous autres. Ouais. Et vous avez d'ailleurs les ferments de cette réflexion-là, de cette proposition-là, dans le DSA, justement en disant on va intégrer la société civile, les ONG, les assos, dans le signalement, dans la modération, etc. Est-ce que ça Il peut y avait être aussi déjà dans la cette gouvernance, pas des big tech? J'adorerais. dans votre esprit Idéalement, oui. Idéalement, c'est Kant. Idéalement, c'est un gouvernement où on a les big tech, l'État, ce que représente l'administration, donc sur les questions de sécurité nationale, etc. Et puis évidemment, nous. La difficulté qu'on a, et je pense que c'est une partie de l'essoufflement de notre système, et je le crois fondamentalement, au-delà de la question du commun, du lien, d'y croire, de ne plus y croire, d'être à bout de souffle ou je ne sais quoi, c'est que la verticalité de ces démocraties de masse du XXe ont eu comme effet pervers de nous avoir sur-infantilisés. Or, on n'est pas des gamins. Donc, il va falloir qu'on redevienne des adultes avec... Tout à l'heure, je disais, la Boétie, c'est pas la culpabilité. Oui, mais en revanche, c'est la responsabilité. Il va falloir qu'on refasse, non pas une société civile, qui est d'ailleurs un terme initialement anglo-saxon, de dire en fait toutes les ONG, l'empowerment ou le community organizing, etc. Et puis on va aller sur de la société civile. Non, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il va falloir qu'on recrée une société politique. Politique. Donc l'armement ne peut être, c'est pas un armement physique, c'est pas un armement de device, c'est pas de se dire on va tous aller au front faire la guerre, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire on va refaire société politiquement, mais avec un grand P. Parce que face à l'innovation technologique, mais aussi tous ces risques, avec aussi ces imbrications, ces jonctions entre géants technologiques, ingérence, les guerres autour du cyberespace, etc. Nous ne pouvons pas rester que l'enjeu, que l'objet de ça. Donc il va bien falloir qu'on redevienne acteur de ces conflictualités, ou d'ailleurs de les désamorcer, d'en être une contre-réponse, une contre-proposition. Et ça ne peut commencer que par comprendre les enjeux, être absolument certain de pourquoi on est ensemble. Qu'est-ce qu'on fout ensemble? Est-ce qu'on a encore envie d'être ensemble? Mais justement, comment ça s'imbrique cette nouvelle façon d'être ensemble, alors qu'on est dans une société où l'individualisme prend le pas sur l'individualisation dont vous parliez, ainsi de suite tout à l'heure, sur ce côté on est des individus acteurs, ainsi de suite. Comment on peut finalement se remettre dans un commun aujourd'hui, autour du discours, autour de la technologie et des problèmes technologiques? Commun, en arrêtant d'attendre que la solution magique tombe d'en haut. C'est-à-dire de la régulation, de l'école... De l'État, du président, du machin. Et ce qui est très inquiétant dans le moment de l'histoire, là, aujourd'hui, on est en train de se parler. Exactement. On enregistre cette émission 2 jours après la dissolution annoncée par le président de la République. Retour des États forts, retour des hommes forts. Ou femmes, d'ailleurs, peu importe. Forts. Non, attendez. Mais en creux, ça veut dire quoi? C'est pas que nous, on a besoin d'hommes forts, c'est qu'on est très fragile. C'est-à-dire qu'on est encore les enfants dont on a besoin du père, de la mère. Non, les gars, maintenant, on est des adultes. Et l'avenir ne se fabriquera pas tel qu'on le souhaite si on laisse faire, si on laisse la place. Donc, en fait, et le problème qu'on a, c'est pas tant, d'ailleurs, l'individualisme ou je ne sais quoi. Enfin, si, mais c'est... On a perdu vraiment tout ce qui faisait le lien, c'est-à-dire les corps intermédiaires, les lieux physiques, les débats. Donc vous avez plein d'îlots, des ONG, des assos, des gens qui font des choses sur le terrain, qui d'ailleurs souvent se désintéressent de la politique, mais travaillent sur le terrain, sur les choses. C'est peut-être aussi tout ce tissu-là à vivifier, mais quand je dis c'est à faire, c'est à nous de le faire. Il n'y a pas de mode d'emploi, il y a pas, c'est pas une audition dans une commission pour pondre un énième rapport, je veux dire. C'est à un moment donné, on y va ou on n'y va pas. Oui, on y va ou on n'y va pas. Après, tout dépend des outils dont on dispose, nous, en tant qu'individus. Bah, c'est très simple, se voir, se rencontrer, se parler, le lien, comprendre le côté aujourd'hui extrêmement pernicieux du fonctionnement des réseaux sociaux, ne pas s'arrêter à ça, se voir dans la vraie vie, discuter. Et ça existe en France. Enfin, je veux dire, on a des conférences, on a des lieux. Il y a dans le plan IA, France 2030, je crois, du gouvernement, il y avait un truc qui était pas bête, c'est ces cafés IA, c'est de se dire en fait on va aller dans les territoires au contact de gens, leur expliquer, les rencontrer. Bon, sur l'intelligence artificielle. Par exemple, mais il y a cette idée de se dire il faut qu'on recrée, qu'on retisse des lieux et des capacités à se rencontrer.
Je n'ai pas d'autre solution que de dire que finalement c'est le réel comme résistance. Le réel, la vie réelle, la vie physique, la matérialité, la vie matérielle, se toucher, se parler, se disputer, mais face à face. Puis ça nous ferait redécouvrir quelque chose, tiens, le courage. Parce que c'est très lâche. C'est très lâche de faire les choses dans le dos des gens sur les réseaux sociaux. Ouais. Le courage, c'est je suis face à toi, je suis pas d'accord avec toi, je vais te le dire, viens, on parle. Viens, on discute. Viens, on discute et viens, on s'affronte, mais en fait, on reste finalement... Le courage, c'est pas mal ça, non ? C'est pas mal, mais après, je ne sais pas si finalement les conférences dont vous parliez, les différents cafés, les différentes choses ne sont pas l'apanage de seulement quelques personnes aujourd'hui, finalement. C'est toujours un peu les mêmes personnes, celles qui ont déjà envie de débattre, envie de vivre des choses, et je ne sais pas si tout le monde a accès à ça aujourd'hui. Ça pose encore une autre question, la fracture numérique. Bien sûr. La fracture tout court, d'ailleurs. Après, on parlait tout à l'heure de la fièvre. Il y a des solutions qui sont proposées dans la série, notamment à travers un club de foot coopératif. Voilà, bon. Pourquoi pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a peut-être différentes choses. Et puis j'ai presque envie de vous dire autre chose, qui est peut-être une note d'espoir un peu poétique, c'est pas du tout un programme politique. Moi, si je devais faire un programme politique, vraiment en termes de politique publique, il y a deux choses. Il y a cette histoire de reconstruire un récit, mais pas un récit ésotérique, c'est pas de la compole, qui est donc lié à quoi ? À une question, pas 15, une question. C'est quoi la France dans 40-50 ans ? On est quoi ? On est où dans le monde ? Sachant que c'est un monde qui est aujourd'hui ultra déstabilisé, on chahute le leadership occidental avec une forme de multipolarité ultra liquide, etc. Donc on est qui quand on est la France et on est qui quand on est l'Europe ? Qui nous sommes ? Et on ne sait pas répondre à ça quand on est ici, dans ce côté-ci du monde. Donc ça, c'est absolument fondamental. Les États-Unis et la Chine savent répondre à cette question. Ils sont quoi ? Ils savent. Nous, on a un problème de savoir qui on est. Donc ça, c'est la première question. Mais on n'y répondra pas sans la question industrielle, bizarrement. Donc, c'est de se dire, il y a des choses très simples. Si on remonte sur la responsabilité d'en haut, le récit, le projet, et le projet ne peut pas être compris sans la puissance industrielle. Parce que c'est ce qui fait les boulots, c'est ce qui fait la projection de puissance, c'est ce qui fait tout ça. Or, le problème qu'on a, c'est qu'on a les yeux rivés sur les États-Unis et on passe notre temps à essayer de les imiter. Et c'est justement cette idée d'alliance technologique entre l'Europe et les États-Unis C'est deux choses. C'est à échelle nationale, parce qu'il est faux de dire qu'on n'a aucune marge de manœuvre. Ça, c'est vraiment de la compole pour se déresponsabiliser. Nous avons aujourd'hui des marges de manœuvre à échelle locale, à échelle nationale, sur la question de la réindustrialisation, absolument. Mais réindustrialisation high-tech, sur la question de l'IA, de la robotique, il y a plein de choses à penser. Je dis bien penser, c'est-à-dire travailler, faire une carto de nos forces, de nos faiblesses, de nos chaînes de valeurs stratégiques où on pourrait devenir, apporter une valeur et donc être un peu dans le rapport de force potentiellement. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est absolument possible. Il y a aussi évidemment à l'échelle européenne, parce que face aux États-Unis, à la Chine, à l'Inde, etc., il va bien falloir qu'on ait cette taille-là. Donc c'est illusoire de penser qu'on va peser quelque chose dans le monde qui est en train de se construire sans l'Europe. C'est illusoire. Et la dernière chose, c'est que ce n'est pas parce qu'on a des stratégies nationales de niche ultra pensées et bien ficelées qu'on a réglé le problème des géants technologiques qui sont aujourd'hui des goulots d'étranglement systémiques. Est-ce que vous êtes sur Copain d'un vent ou sur Viadeo ? J'ai dû y être, oui. Vous êtes encore ? Ouais, je crois que j'ai jamais désactivé mon compte. Ouais. Mais vous y allez encore ? Jamais. Non, jamais. Donc c'est illusoire de dire que solution américaine, on aura une solution française. Enfin, on l'a pas fait. Oui, c'est une illusion, ça, pour vous. En tout cas, factuellement, on n'a pas cette équation de... à part peut-être un peu Mistral, et encore, il faudrait qu'on redéfinisse où commence et où s'arrête la souveraineté. Ça pose d'ailleurs une question politique ultra intéressante. Comment est-ce qu'on définit la souveraineté aujourd'hui ? Mais donc, sur la question des big tech, on n'a pas résolu cette question-là. Donc, on peut très bien avoir une stratégie industrielle de niche pour se dire, je ne sais pas moi, sur tel semi-conducteur, sur l'IA en santé, sur telle batterie électrique ou sur telle chose. On devient incontournable et très bon. Israël, sur le cyber, c'est vraiment le cas d'école. Hein. Et en même temps, travailler avec les États-Unis, avec plein d'inconnus, Trump, pas Trump, etc. Mais travailler une espèce de transatlantisme ou d'atlantisme sur la question de la gouvernance des big tech. Je ne dis pas que c'est des solutions de court terme. Je ne dis pas que ce sont des solutions faciles. Mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un tout petit peu d'ambition ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait juste du quick win débile pour faire des communiqués de presse et couper des rubans ? On peut aussi avoir un tout petit peu d'ambition pour soi. Ouais. Avoir de l'ambition pour soi, ça sera peut-être les derniers mots de cette émission. Merci Asma pour ces éclairages passionnants, pour tous ces enjeux. C'était vraiment
passionnant. On pourrait discuter encore très longtemps. N'hésitez pas à vous procurer Technopolitique aux éditions du Seuil. C'est vraiment un livre, c'est une mine d'or sur toutes les questions qu'on se pose autour de la technologie, donc n'hésitez pas. Nous, on revient dans quelques semaines avec Rudy et Tristan, et comme d'habitude, cette émission a été réalisée par l'excellent Martin Béraud. Salut. Merci David. Asma. Merci.